Vous venez d'entendre en direct le discours d'Emmanuel Macron suivi des questions-réponses dans le cadre, depuis Munich, de la grande conférence annuelle sur la sécurité mondiale consacrée largement à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a eu des mots très durs. Il a exposé pendant son discours les raisons pour lesquelles il fallait imposer une défaite à la Russie. La Russie, puissance de désordre et de crimes, l'heure n'est pas au dialogue face à une Russie qui a choisi d'intensifier la guerre, une guerre néocolonialiste et impérialiste qui s'arroge un droit de tutelle sur un autre peuple. Détourner l'attention de cette réalité serait comme légitimer l'action de Vladimir Poutine. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Nous sommes prêts à un conflit prolongé. Pour comprendre ce qui se joue et les raisons d'un discours offensif d'Emmanuel Macron, même s'il a parlé des éléments pour préparer la paix, il a quand même dressé une perspective. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vincent Hugeux. Bonjour Vincent. Bonjour. Grand reporter, spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Évidemment Magali Barthès. Bonjour Magali, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. Accueillons Pierre Ménat. Bonjour, vous êtes diplomate, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et Alain Juppé, auteur de ce livre L'Union européenne et la guerre aux éditions L'Harmattan. Patrick Martin-Génier, bonjour, spécialiste des questions européennes, et le général François Chauvency, bonjour, consultant en géopolitique, est avec nous. Avant de vous entendre, est-ce qu'on peut rejoindre Céla Bougriou depuis Munich? Céla, vous avez évidemment suivi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en retenez? Un changement de ton à l'évidence et une escalade sur le plan diplomatique. Jusqu'ici, Emmanuel Macron soutenait évidemment sans réserve l'Ukraine et appelait à la victoire de Volodymyr Zelensky et des Ukrainiens. Mais aujourd'hui, le chef de l'État français affirme que l'agression russe doit échouer. Et c'est une phrase qui a toute son importance puisque déjà il y a quelques jours, ses équipes de communication laissaient entendre justement qu'il y aurait un changement de ton. Elle est bien loin donc l'époque où Emmanuel Macron appelait à ne pas humilier la Russie, à lui donner des garanties sur sa sécurité. Le chef de l'État français a également affirmé qu'il était prêt à intensifier les efforts, alors bien sûr pour que l'Ukraine se défende, mais aussi pour qu'elle puisse mener, je cite, une contre-offensive. On ne manquera pas évidemment de demander des détails sur ce que signifie cette expression. Est-ce que cela veut dire, est-ce que cela signifie que le chef de l'État pourrait peut-être avancer sur la question notamment des livraisons d'armes régulièrement réclamées par Volodymyr Zelensky? Il y aura tout à l'heure une bilatérale avec Kamala Harris, la vice-présidente américaine, et nul doute que ces discussions seront également au programme. En tout cas, Emmanuel Macron l'a dit, il est prêt à un conflit long, mais on sent aussi que l'Élysée ne se décourage pas pour une possible médiation quand les conditions le permettront. En tout cas, avec des pistes de négociation crédibles, a fait valoir le président français. Merci beaucoup Céla Bougriou qui continue de suivre pour LCI avec Julie Regard à cette conférence de Munich consacrée à la sécurité et à l'ordre mondial. Vincent, je me tourne vers vous. Pourquoi ce changement de ton de la part du président français? Il me semble qu'il a éprouvé le besoin, enfin, de solder les ambiguïtés résiduelles de ses propos antérieurs. Si l'on filait une métaphore cinématographique, je dirais en critique donc que le scénario est robuste, celui de ce discours, l'acteur est talentueux. En revanche, j'estime qu'il y a quelques imperfections dans le montage et des scènes à couper. Je m'explique. On entend une défense et illustration de la posture française avec une reconstruction sur cohérence et lucidité de l'engagement de Paris vis-à-vis de l'Ukraine, des pays de la ligne de front, notamment Pays-Baltes, Roumanie. Très bien. Et ensuite, donc il y a cette condamnation, cette fois-ci tout à fait explicite, dénuée d'équivoque, de l'agression militaire russe, ainsi désignée, mais comment la désigner autrement. Et puis il y a ce long passage, beaucoup plus conceptuel, théorique, dont je ne mésestime absolument pas l'importance, les choix stratégiques, le partenariat de ça, mais qui a pour effet, me semble-t-il, d'affaiblir un peu la portée du début du discours. C'est-à-dire qu'on passe de l'urgence absolue
à une temporalité différente, un peu plus lointaine et encore une fois un peu plus conceptuelle et intellectuelle. Il revient ensuite sur les enjeux. Il y a juste un point, et je m'arrête là-dessus, qui est absolument crucial. Je l'ai souvent défendu sur ce plateau. Admettre une fois pour toutes que notre pauvre planète ne se limite pas à l'hémisphère nord. Arrêtez d'imaginer que, comme on le dit trop souvent, Poutine est le paria des parias, isolé, etc. Regardons les résultats des votes aux Nations Unies. Regardons ce qui se joue en ce moment même. L'Afrique du Sud, l'un des grands pays des BRICS, accueille aujourd'hui des manœuvres russes et chinoises. Bon, donc, ayons à l'esprit, et là, il y a de l'habileté chez lui, quand frontalement, il parle d'entreprises coloniales, et qu'il sait très bien que c'est précisément le procès intenté à la France coloniale par les élites africaines d'aujourd'hui. Et là, je pense que ce message-là est absolument crucial. Et toute petite conclusion sur la question de notre ami François Hesbourg sur le deuil d'empire. N'oublions pas effectivement que c'est un mal planétaire. La Turquie d'Erdogan ne s'est pas remise de l'affaissement de l'Empire ottoman. La Chine a aussi un passé prestigieux en matière qu'elle essaye de perpétuer. La Russie, bien sûr, mais au fond, la France et le Royaume-Uni ont aussi à traîner ce passé-là et ce complexe d'empire. Donc voilà, tout petit regret sur non pas le fond de son propos, mais sur la forme, et vous savez à quel point la forme, c'est le fond. Bien sûr, Magali. C'est un discours, en effet, qui permet quand même de clarifier un certain nombre de choses, c'est certain, puisque là, l'idée est bien d'un soutien total derrière l'Ukraine. Et c'est là où il y a toujours une voie finalement assez singulière de la diplomatie française, un soutien total pour permettre finalement aux Ukrainiens d'arriver en position de force à la table des négociations. Parce que l'objectif, il reste là, il reste quand même la négociation. Emmanuel Macron rappelle, la Russie est là, elle ne va pas changer, et donc un jour il faudra faire avec. Donc il y a quand même toujours cette volonté chez Emmanuel Macron d'anticiper la suite de la guerre. C'est vrai que c'est plus clair, mais on sent qu'il y a toujours cette tentation quand même, un petit peu du en même temps. Après, Emmanuel Macron joue sa partition. La France veut quand même que à la fois Paris, mais au-delà l'Europe, soit là et pèse une fois que les négociations commenceront à s'ouvrir. On sent bien que là, il dit l'heure n'est pas au dialogue, on le sait tous. Il va falloir faire la différence sur le champ de bataille. Et là, la France sera au rendez-vous, elle va livrer les armes, elle va accélérer la cadence. Il prône pour la mise en place de cette fameuse économie de guerre qu'il appelle de ses voeux depuis un bout de temps. On voit que tout ça est compliqué. Il veut accélérer. Ensuite, il faudra négocier et la France aura sa place, l'Europe aura sa place. Voilà ce qu'il dit. Emmanuel Macron, vous savez, a rencontré cette semaine à l'Élysée le ministre des Affaires étrangères chinois, qui se trouve également, d'ailleurs, à cette conférence de Munich. C'est important, évidemment. Ce qu'il a dit, manifestement, c'est en tous les cas les confidences de l'Élysée par la suite, c'est qu'il comptait bien sur la Chine pour faire passer des messages aussi à Vladimir Poutine sur la perspective de ces négociations vers lesquelles on devra aller de toute manière. Donc il y a à la fois ce discours finalement guerrier d'Emmanuel Macron, mais en même temps on sent bien que la France garde sa position à part. Et c'est ce que plaide Emmanuel Macron lors de ce forum sur la sécurité. Réécoutons justement les mots, avant de vous entendre justement, avant de donner la parole aux diplomates, justement entendant les mots très offensifs d'Emmanuel Macron qui nous dit que l'heure n'est pas au dialogue avec la Russie. Aucun d'entre nous ne changera la géographie de la Russie. Elle sera toujours sur le sol européen. Et aucun d'entre nous ne pourra conjurer ce qui est aujourd'hui une fatalité, mais notre dilemme, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe, mais de manière lucide, sans aucune complaisance. Mais c'est une réalité. Mais très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'aux crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Pierre Mena, vous qui êtes diplomate, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est passé d'un président qui cherchait à ne pas humilier la Russie à un président qui est prêt au bras de fer? Non, il n'utilise plus le verbe humilier, effectivement.
Et par ailleurs, en effet, le début de son discours est très offensif. Donc mais c'est l'urgence, comme ça a été dit très bien, c'est l'urgence du moment. L'Ukraine fait face à une situation militaire compliquée. Et pour l'instant, donc les Européens, les Américains, la France doit aider l'Ukraine, doit soutenir l'Ukraine, éventuellement soutenir une contre-offensive, dont on n'a pas encore exactement les contours. Mais cela dit, cela a été dit aussi, il y a plusieurs choses moi, que je retiens par ailleurs, en dehors de ce début très offensif, il y a plusieurs choses que je retiens. D'abord, premièrement, le passage sur la défense européenne, qui me paraît important. Avec une petite contradiction peut-être, mais il y en a toujours évidemment sur ce sujet. Il reprend les propositions françaises sur la défense européenne, le pilier européen, alors qu'il soit dans l'OTAN ou hors l'OTAN, mais c'est un pilier européen. Il parle aussi du nucléaire, donc ça c'est quand même pas très fréquent. Enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais du général. C'est pas très fréquent qu'on évoque la doctrine nucléaire française au service des Européens. Moi, je l'ai entendu parfois discuter en privé, mais pas forcément en public. Et puis, il appelle aussi à une augmentation des budgets. Mais enfin, quand les chiffres qu'il a donnés sont très frappants. Les 400 milliards de programmes français sur 7 ans. Il a parlé du Fonds européen de défense, je crois que c'est 7,9 milliards sur 7 ans aussi. Donc, bon, à cela s'ajoute la Facilité européenne pour la paix, c'est 5,9 milliards. Donc, si on ajoute l'Union et les États membres, bien sûr, on arrive à des chiffres conséquents, mais c'est malgré tout encore les budgets nationaux. Et puis, dernier point moi, que je retiens dans ce qu'il a dit, alors là, c'était la réponse à la deuxième question, pas de regime change à Moscou. Très intéressant en fait. Lui, il n'imagine pas un changement de régime l'après Poutine. On n'avait jamais dit qu'on voulait un changement de régime non plus, mais je pense qu'on ne l'avait pas dit aussi clairement. Et ceci répond un peu au président Zelensky qui a dit ce matin des discussions oui, mais pas avec Poutine. Donc là, s'il n'y a pas de changement de régime, ben, on sera bien obligé de discuter avec Poutine. C'est ça qui est dit au président ukrainien. Ça ouvre la question sur le règlement de paix. Bon. Alors on voit bien, effectivement, le règlement de paix, c'est pas pour tout de suite, mais vous voyez quand même, on est un petit peu en décalage, parce que, peut-être pas avec les propos à la conférence, mais on entend les États-Unis, notamment les militaires américains, qui disent qu'il n'y a pas de solution militaire. Donc s'il n'y a pas de solution militaire, ça veut dire qu'il y aura une solution diplomatique. Simplement, on ne la voit pas, parce que les partis ne veulent pas discuter aujourd'hui. Et donc il n'y a pas place, comme il l'a dit, pour une médiation, pour le moment. Général Chevauvency. Comment vous analysez le discours Sur le conflit ukrainien proprement dit, une chose qui est très claire, c'est on soutiendra l'Ukraine dans la durée. C'est quand même fondamental parce que c'est pas forcément évident. Et ce n'est pas les moyens militaires qui sont disponibles à la date d'aujourd'hui qui vont peut-être nous permettre d'agir dans la durée s'il n'y a pas une victoire militaire de l'Ukraine dans les mois qui viennent. On est bien dans une histoire de durée. Ça, c'est pour l'aspect ukrainien. Il y a quand même beaucoup de choses sur la défense européenne qui ont été dites, effectivement. Moi, ce que je retiens surtout, même si ça n'a pas été dit directement, c'est que ça serait bien que les Européens sachent s'armer eux-mêmes sans faire appel aux Américains qui sont en train d'inonder, finalement, l'ensemble des États européens, mais avec la conséquence future, c'est que ça n'ira plus que de l'armement venant des États-Unis, avec un problème de contrôle aussi. C'est-à-dire que toute arme utilisée, vendue par les États-Unis aux Européens, il y aura un contrôle sur leur usage, comme on l'a vu dans d'autres moments. Donc c'est aussi appel à l'indépendance, je dirais, stratégique et militaire de l'Europe. Et alors bien sûr, on est après, mais ça ne va pas se faire uniquement après. Et puis dernier point, à mon avis très important, moi je l'avais déjà évoqué, mais c'est aussi on le ressent, c'est pas aux Américains de dire comment on doit gérer notre sécurité en Europe. Et il y a un moment, il faut que nous, on soit partie prenante à 100%, ça nous concerne, et quand on voit la Russie et les États-Unis se rencontrer, comme ça a été le cas il y a quelques mois, et nous pas, c'est quand même pas normal. Donc c'est rappeler que l'Europe est une entité politique, qu'elle a des intérêts de défense, et qu'à ce titre-là, c'est elle qui doit être à la table des négociations, et que les Américains, certes, peuvent participer, mais ce n'est pas eux qui doivent être les leaders de cette situation. Très intéressant, et vous allez comprendre pourquoi on va revenir justement sur l'attitude américaine. Patrick. Oui, moi ce qui me frappe, c'est au tout début, il a dit je croyais à la sincérité, une relative sincérité de Vladimir Poutine, et je me suis trompé. Donc il dit j'y croyais pas beaucoup, mais j'y croyais quand même un peu. Donc c'est une façon de reconnaître effectivement qu'il n'a pas été écouté, qu'il a été un peu d'une certaine naïveté. Ça c'est le premier point. Donc c'est peut-être une sorte de mea culpa en disant bon j'y croyais. Bon il a fait ce qu'il devait faire en tant que président de la République naturellement, mais là il a dit qu'il n'y croyait pas. Deuxièmement, il y a, vous l'avez dit, un appel aux amis européens. Il veut se poser
posé, semble-t-il, en sorte de leader, une sorte de leadership. Il a parlé de la dimension nucléaire, de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, la dimension nucléaire de l'OTAN, et donc manifestement, il dit que la France a un rôle à jouer après donc la guerre. Ça, c'est important, en effet, notamment sur cette conférence sur la sécurité aérienne de l'Europe qu'il appelle de ses voeux. Mais enfin, il dit l'Europe doit effectivement être très présente à travers cette fameuse communauté politique européenne qui a été créée au mois d'octobre et dont le prochain sommet aura lieu précisément en Moldavie. Donc ça, c'est très important. Mais il sait qu'il y a certaines divergences parce qu'on sait très bien qu'avec nos amis allemands, il y a des difficultés, parce que cette notion de défense européenne, naturellement, est incomplète. Ce qu'il veut, c'est renforcer la base industrielle de l'Europe et on voit que ça pose quelques difficultés, notamment avec le chancelier Scholz. On a vu avec ces conseils franco-allemands qui ont été annulés. Donc ça me paraît tout à fait important. Et enfin, nous sommes effectivement à la conférence sur la sécurité à Munich, c'est-à-dire que le président de la République a tout à fait raison de se projeter après la guerre en disant il faudra bien qu'on embrasse la question russe et que donc, une fois que la guerre sera terminée, probablement lorsque Poutine sera parti, eh bien, on puisse négocier les conditions d'une future sécurité durable. C'est ce qui semble transparaître à travers le discours du président de la République. Alors Kamala Harris, la vice-présidente américaine, n'a pas encore parlé, mais justement les Américains, eux, ils se projettent déjà après la guerre, car visiblement, ils ne croient pas ni en une victoire de Moscou, ni en une victoire de Kiev. Est-ce que Washington est en train de lâcher l'Ukraine? C'est la question que l'on se pose après les propos de Mark Milley. Mark Milley, c'est le chef d'état-major des armées américaines. Nivin, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous en quoi consiste l'injonction américaine faite aux Ukrainiens, celle de négocier. Alors, cette injonction, forcément, elle est très simple. Elle est signée Mark Milley, vous l'avez dit, elle est toute simple. Il est grand temps désormais de négocier, de vous mettre autour de la table des négociations. Il l'a notamment précisé à nos confrères du Financial Times. Il dit notamment il sera presque impossible pour les Russes d'atteindre les objectifs politiques par des moyens militaires. Il est peu probable que les Russes renversent l'Ukraine. Cela n'arrivera pas. Et de la même manière, selon lui, eh bien, il sera également très très difficile cette année pour les Ukrainiens d'expulser les Russes de chaque centimètre carré occupé. Alors ça ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, mais ce serait extraordinairement difficile. Il ajoute, cela nécessiterait l'effondrement de toute l'armée russe. Autrement dit, il ne croit donc ni à la victoire militaire de la Russie, ni à celle de l'Ukraine. Et pour lui, il n'y a pas d'autre choix que de négocier et de négocier rapidement, puisque selon lui, eh bien, nous sommes à plusieurs semaines du début du printemps. C'est maintenant qu'il y a des opportunités pour négocier. Aucune des deux parties ne veut lâcher son objectif, un entêtement qui commence sérieusement à agacer les Américains. Et Nivin, ce qui nous interpelle, c'est que ce n'est pas la première fois que Mark Milley lance un appel à la négociation. Exactement, puisque dès le mois de novembre, il disait notamment ceci, il faut que les deux parties comprennent qu'une victoire militaire, dans le sens propre du terme, n'est pas probable. Il faut se tourner vers d'autres voies. Il y a une fenêtre d'opportunité pour la négociation et ce message, il le martèle depuis plusieurs mois maintenant. Preuve que les Américains, eux aussi, n'ont pas changé d'avis. Pour eux, cette sortie de crise, elle n'est possible que par la négociation. Je vous propose d'écouter quelques sons d'archives qu'on a sortis des dernières déclarations justement du général Milley. La probabilité pour que la Russie atteigne ses objectifs stratégiques de conquérir l'Ukraine ou de l'envahir complètement est proche de zéro. Et la probabilité d'une victoire militaire ukrainienne dans les prochains mois n'est également pas élevée. D'un point de vue militaire, je maintiens qu'il sera très très difficile d'expulser les forces russes de toutes les zones ukrainiennes. Alors évidemment, le général Milley n'est pas le seul à le dire. Le patron de la CIA, qui a notamment l'oreille de Zelensky, quelques jours avant son déplacement à Kiev, disait ceci: la plupart des conflits se terminent par des négociations, mais cela nécessite du sérieux de la part des Russes qui n'en font pas preuve à l'heure actuelle. C'était le 16 novembre dernier. Merci beaucoup Nivin, vous restez avec nous car dans quelques instants, on va s'intéresser à la solution un peu surprenante proposée par certains pour réaliser cette paix, cette sortie de conflit. Mais d'abord Vincent, à quoi jouent les Américains ?
Est-ce qu'ils sont en train de dire à Zelensky qu'ils pourront le lâcher? Non, je ne crois pas une seconde à la théorie d'un lâchage américain. N'oublions pas que dans le partage des tâches, Mark Milley, donc le patron de l'armée américaine, a toujours joué les Cassandres. Mais d'abord, c'est un technicien qui produit un diagnostic et qui est soumis à une autorité politique. Le chef suprême de l'armée, aux États-Unis comme dans d'autres démocraties, plus ou moins imparfaites, c'est le président de la République élu. Et d'ailleurs, je lis régulièrement la presse américaine, il y a semble-t-il des désaccords d'analyse entre lui et Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, et a fortiori certains des conseillers de Joe Biden à la Maison-Blanche. Deuxième remarque, oui, il faut prendre en considération deux phénomènes. L'usure du soutien populaire aux États-Unis à la fourniture d'armement et à une forme d'escalade dans les livraisons. Un sondage récent voyait un affaissement de 60 à 48% en faveur de la poursuite et de l'intensification des livraisons. Puis un autre facteur de politique intérieure, qui est qu'un jour quand même l'inflexion née des élections de mi-mandat, avec une Chambre des représentants républicaine, va forcément peser. Donc là où il y a effectivement une mise en garde des Américains, c'est qu'en gros, ils disent à Kiev, écoutez, vous ne pouvez pas à la fois tenir Barmout à tout prix, avec un coût prohibitif à la fois matériel et humain, et préparer ce qui doit être votre priorité absolue, une contre-offensive d'envergure à la fin de l'hiver, début du printemps. Là, oui, là, il peut y avoir des tensions. Mais je ne crois absolument pas à l'hypothèse d'un lâchage en race campagne de l'Ukraine par les États-Unis, parce qu'elle aurait un impact absolument désastreux, y compris sur les autres enjeux qui sont plus importants, même si on s'est un peu relégué dans l'ombre maintenant, dire la centralité, par exemple, de la rivalité avec la Chine, dans la zone asiatique. Donc voilà, ça, en tout cas, c'est à tort ou à raison la perception que j'en ai. Général. Moi, je partage ce point de vue. Il n'y aura pas de lâchage américain. D'abord, ils ont tellement investi qu'ils ne peuvent plus lâcher, à la fois pour des raisons politiques, mais aussi par ce qu'ils ont donné. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, il y a un rapport qui est sorti au mois de janvier assez intéressant sur aussi le coût des munitions. Actuellement, les munitions d'artillerie, qui sont quand même la base du combat, c'est quand même entre 2 à 5 ans pour reconstituer les stocks. Donc on voit bien qu'en plus il y a quand même un problème logistique derrière pour assurer la durée dans le combat. Et là, je pense aussi que c'est quelque chose qui pèse au bout d'un moment. Pierre Ménard. Oui, plusieurs points, si vous permettez. Donc d'abord sur les États-Unis, je suis tout à fait d'accord sur l'analyse de politique intérieure, qui n'est pas seulement une analyse politique, mais aussi une analyse financière, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais les républicains, la Chambre républicaine attaque sur la question de la dette américaine et promet au mois de juillet un défaut des États-Unis. Donc vous savez, les États-Unis, comme la France, comme les pays européens, ils financent leur budget par la dette. Encore plus d'ailleurs, si possible. Et deuxième observation sur le règlement de paix. Donc là, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas, enfin on le considère comme impossible parce que les parties n'en veulent pas. Donc aucune des deux parties. Si une des deux parties disait j'en veux, à ce moment-là, ce serait plus compliqué, parce que, en termes d'apparence. Vous vous rappelez, quand les Russes ont essayé de faire un cessez-le-feu, ça avait quand même provoqué une gêne. Et deuxièmement, sur le fond, il faut bien voir, ce règlement, un jour, de toute façon, il faudra bien le faire, mais il y a deux problèmes extrêmement lourds, qui sont le premier, le problème territorial, évidemment, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure, et le deuxième problème, c'est le problème des crimes de guerre. Parce qu'on en parle beaucoup, j'ai vu que dans les conclusions du Conseil européen de la semaine dernière, le Conseil européen avait déclaré son intérêt pour un mécanisme de nature à régler les crimes de guerre, mais ça ne veut en fait rien dire, parce pour ça, il faut soit la Cour pénale internationale, soit un tribunal spécial, mais tous ceux qui ont été créés, notamment pour la Yougoslavie, ont été créés par une décision du Conseil de sécurité, donc qui est impossible aujourd'hui. Donc, de toute façon, une fois que ces négociations commenceront, elles seront très difficiles. Vous restez avec nous. On va poursuivre ce débat à la lumière de cette solution surprenante proposée pour sortir du conflit. Une partition de l'Ukraine, dans quelle mesure? Comment on va évidemment répondre à ces questions? Et on va parler évidemment de cet appel de Wagner. Wagner en difficulté. Son patron Prigojine demande à l'armée russe de lui fournir des munitions dont sa milice manque cruellement sur le terrain. Un appel lancé alors que Prigojine n'est pas convaincu du soutien de l'armée russe qui cherche selon lui à lui mettre des bâtons dans les roues. À tout de suite.
Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement.